propose que l'on commence donc cet atelier consacré au Heat to Power to Heat, qui est un nouveau concept qui nous vient d'une région où il y a beaucoup de chaleur fatale, les Hauts-de-France, et qui nous vient d'un prestataire qui interviendra pendant cet atelier, qui est Enertime, qui est un fabricant d'ORC. Il aura l'occasion de se présenter. Donc, je remercie les Assises européennes de la transition énergétique de nous accueillir dans le cadre de ces assises distanciées, à la fois dans le temps et par le biais d'Internet. Donc, on a réuni dans ce tour de table pour cet atelier l'Amorce avec Baptiste Vézol, qui est chargé de mission marché de l'énergie, distribution électrique-gaz à l'Amorce, qui interviendra tout à l'heure. Herminie de Fréminville, qui nous a rejoint, qui est ingénieur énergie entreprise à l'ADEME Hauts-de-France. Gilles David, dont je parlais, qui est le PDG d'Enertime. Olivier Pascal, qui est directeur commercial Nord-Ouest pour Dalkia. Et donc, je suis Jean Gravelier, le directeur du pôle énergie, qui est un pôle d'excellence régional basé à Dunkerque et qui a vocation à animer des questions énergétiques pour les Hauts-de-France. Et nous avons un peu ce rôle à certains moments de think tank, ou en tout cas d'essayer de faire émerger des idées nouvelles, des manières nouvelles de faire avancer la transition énergétique pour notre région, mais aussi pour la France et peut-être même plus large. Alors, ce que je propose, c'est de présenter ce concept tel que nous, on le comprend, tel qu'on a essayé de le forger, du Heat to Power to Heat. Et puis après, nous aurons les réactions de Gilles David dans un premier temps, puisqu'il est un peu à l'origine de cette idée. Et puis Olivier Pascal de Dalkia, parce que Dalkia peut être intéressé en premier chef par les applications de ce concept. Baptiste Vézol de l'Amorce, qui peut avoir un œil un peu distancié, on va dire, ou critique peut-être, parce qu'il pose encore des questions, ce concept, c'est évident. Et puis Herminie de Fréminville, vous pourrez intervenir également dans l'idée aussi d'introduire l'étude sur laquelle on va travailler par la suite. Et puis, bien sûr, après, tous les internautes pourront poser des questions, l'idée étant d'essayer de comprendre ce que l'on met derrière ce vocable. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long et je démarre tout de suite. Voilà, j'ai présenté nos intervenants. Voilà, s'il faut présenter ce concept de Heat to Power to Heat, ce schéma va vous le montrer très clairement. Ces deux graphiques qui ont été réalisés par le bureau d'études de Ferrest Énergie, qui est basé à Lille, montrent un exemple très concret de l'excédent que l'on a de chaleur fatale à certains moments et des puits de chaleur, c'est-à-dire des usages possibles de cette chaleur fatale qui sont bien limités. Donc, vous avez par exemple sur le schéma de gauche en rouge les gisements existants de chaleur fatale haute température sur l'ouest du port de Dunkerque. Alors, c'est le même schéma à droite, mais pour le port est. Donc et puis, vous avez en violet les usages possibles. Donc, vous avez tout de suite compris que vous aurez beau mettre tous les tuyaux du monde, vous ne pourrez pas forcer Barry Callebaut, BASF, Gravelines ou je ne sais qui encore à ingurgiter de la chaleur fatale venant de Comilog, Befesa, etc. Donc, il s'agit finalement de trouver un moyen de pallier au manque de débouchés local à des gisements de chaleur fatale qui seraient situés à proximité. Donc, comment finalement valoriser cette chaleur fatale qui est là, parce que ces industriels sont là, autrement que par des tuyaux et un usage local, sans forcément aller faire des kilomètres de pipe qui iraient jusqu'à Lille, Bruxelles, parce qu'on sait que les pipes, les conduites coûtent cher. Le prix moyen, c'est 1 million d'euros le kilomètre. Donc, y aurait-il un autre système ? Alors, c'est un peu l'idée de ce heat to power to heat, qui est un anglicisme qui veut dire on va partir de la chaleur, on va passer par l'électricité pour revenir à la chaleur. Alors, comment formaliser ce concept ? Eh bien, vous avez un gisement de chaleur fatale, plutôt haute température, on parle de température supérieure à 300 degrés. L'idée, c'est d'installer des machines qu'on appelle des ORC, des machines ORC, donc Organic Rankine Cycle, qui vont transformer cette chaleur fatale en électricité. Et donc, une fois que vous avez l'électricité, vous pouvez transporter cette chaleur via les réseaux et vous allez utiliser une pompe à chaleur qui va utiliser cette électricité pour reconstituer le stock de départ de chaleur pour un client donné. Alors, évidemment, cette pompe à chaleur ira chercher soit la chaleur qui est située dans l'air,
soit une source de chaleur fatale, basse température typiquement, pour la rehausser et en faire une source de chaleur pour un industriel ou pour un certain nombre d'applications. Voilà finalement l'idée. L'idée, c'est de se servir du vecteur électrique comme un moyen de dissocier le point de départ, l'amont, du point d'arrivée, l'aval, de consommation, entre deux industriels ou entre un producteur et un usager ou des usagers. Voilà, voilà l'idée. Alors, quels sont les usages possibles que l'on peut imaginer? Ils sont très nombreux. On a pensé tout d'abord à la géothermie. Pourquoi? Parce que la géothermie, bien souvent, bien sûr, vous pouvez avoir des sources haute température, mais on est sur des aquifères parfois où la température n'est pas forcément super élevée. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a remonté l'eau chaude à la surface? On met une pompe à chaleur. Et donc, cette pompe à chaleur pourrait être alimentée par cette électricité et viendrait verdir encore plus le mix énergétique d'un réseau de chaleur qui utiliserait la géothermie. Donc ça, c'est un premier débouché. Un deuxième débouché, c'est pour les utiliser pour des stations de traitement d'eau, là encore pour relever des packs, donc c'est un peu la même idée. Il y a également l'industrie agroalimentaire, la chimie, la pharmacie. Et là, ce qui est intéressant, ce sont des industriels, comme à l'arrivée, à l'aval, on va utiliser des pompes à chaleur. Eh bien, ces industriels ont à la fois besoin de chaud et de froid. Et avec des pompes à chaleur, on est capable de produire avec du chaud, du froid, avec des meilleurs COP. Et donc, on va pouvoir avoir une meilleure utilisation de cette électricité issue de chaleur fatale. On peut imaginer aussi des bailleurs sociaux qui pourraient utiliser cette électricité pour un parc de maisons avec des pompes à chaleur individuelles. Bref, les usages sont multiples. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est finalement, vous dites heat to power to heat, mais pourquoi vous ne dites pas heat to power? Finalement, l'électricité sur le réseau n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Une fois que l'électricité est mise sur le réseau, on se fiche un peu de savoir d'où elle vient. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. À partir du moment où on produit l'électricité à un coût intéressant, elle peut être utilisée comme telle. Pourquoi vouloir lui donner une destination précise? Alors, ça nous a semblé quand même important de garder ce lien pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, alors c'est là où on va rentrer un peu dans la subtilité de ce concept, si subtilité il y a, enfin en tout cas on le pense, on le croit, c'est que le couplage amont-aval va permettre d'articuler la récupération de chaleur amont avec une source tiède de chaleur captée par une PAC en aval. Et donc finalement, on va garder un bilan énergétique global satisfaisant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une ORC, voilà, vous avez le schéma qui est en dessous, une ORC a un rendement faible, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que si vous partez de 100 MWh de thermique au niveau de gisement de chaleur fatale, avec l'ORC, vous allez obtenir 20 MWh électriques, donc vous allez perdre encore 80 thermiques en fait. Mais au niveau de la pompe à chaleur à l'arrivée, vous allez utiliser ces 20 MW thermiques et vous allez recouvrir, grâce à la pompe à chaleur, 80 que vous allez prendre dans l'air ou dans une source basse température qui, de toute façon, serait perdue. Et c'est ainsi que vous allez reconstituer à peu près 100. Évidemment, je fais l'économie des rendements propres des machines, notamment de la pompe à chaleur. C'est pour donner simplement l'idée. Et donc, l'idée, c'est de se dire, gardons finalement le système global, en tout cas où la doctrine, notamment de l'ADEME et du Fonds Chaleur, qui est de dire je réutilise de la chaleur pour de la chaleur et pas simplement pour détruire de l'énergie pour en faire autre chose. Donc l'idée, c'est certes, on détruit de la chaleur en passant par le vecteur électrique, mais on permet à l'arrivée de recouvrir cette chaleur qui ne pourrait pas être retrouvée autrement pour quand même repartir, enfin réutiliser le stock initial prévu. Voilà, j'espère être clair, mais on pourra revenir là-dessus dans les questions. Donc voilà, il y a aussi un autre argument qui est, finalement, si on arrive à mettre un système comme ça, eh bien, on a un réseau de chaleur. On a un réseau de chaleur, simplement. Ce réseau de chaleur, il passe par un vecteur électrique. Il a des clients qui sont très distanciés les uns des autres. Mais quelque part, ça tombe bien parce que dans le droit français, vous ne trouvez pas de définition claire, nette et précise de ce qu'est un réseau de chaleur. En tout cas, on ne dit pas que ça doit être forcément un émetteur qui passe par des tuyaux d'eau chaude ou de vapeur et un récepteur.
On a des définitions fiscales, mais on n'a pas de définition. Je crois que c'est l'Amorce qui donne aussi une définition, mais finalement, on pourrait imaginer d'avoir un espèce de réseau de chaleur. Alors, à un moment, on avait parlé de réseau de chaleur virtuel, mais ce n'est pas le mot, effectivement, parce que c'est loin d'être virtuel. Simplement, c'est l'idée d'accoler l'amont à l'aval et donc de destiner cette électricité à un usage particulier qui permettrait de créer cette notion de chaleur, de réseau de chaleur, enfin pas virtuel, mais réseau de chaleur, même s'il est distendu finalement. Alors, l'intérêt de cela, c'est bien sûr de pouvoir continuer à bénéficier des aides qui existent dans le cadre des réseaux de chaleur et d'inscrire finalement ce concept dans la doctrine traditionnelle de l'ADEME qui aime bien que la chaleur récupérée soit utilisée pour un usage thermique et non pas autre chose. Voilà. Alors, on pourrait dire qu'il y a un contre-argument. Là, on va rentrer dans des choses encore plus fines, qui est les énergies de récupération, lorsqu'elles sont issues d'une source carbonée, elles ne sont pas éligibles au dispositif de garantie d'origine. Un exemple typique qu'on connaît bien à Dunkerque, c'est que vous avez des K6, qui est un cycle combiné qui utilise les gaz sidérurgiques, donc de rejet d'ArcelorMittal, qui évidemment sont carbonés. Eh bien, des K6 ne produisent pas l'électricité verte, on est bien d'accord. C'est une électricité classique il ne faudrait pas évidemment qu'avec un dispositif qu'on mettrait en place de Heat to Power to Heat, on dise des K6 fait l'électricité verte. Ça serait un peu trop gros. Enfin, on serait bien d'accord là-dessus. Mais il s'agit quand même de montrer que cette électricité issue d'une énergie récupérée reste une électricité ENR et R, selon le terme qui est utilisé désormais, c'est-à-dire énergie renouvelable et récupérable. C'est une énergie récupérée, mais à condition effectivement qu'elle serve à une destination chaleur en aval. C'est un peu ça l'idée. Donc pour nous, le couplage amont-aval, c'est pour le législateur une garantie suffisante qui peut le conduire à accepter d'associer l'électricité issue d'énergie récupérée à une ENR et R dans la mesure où sa destination est bien une production de chaleur. Et c'est un peu pour ça qu'on veut lier les deux. Et parce qu'effectivement, il y a des implications tarifaires, fiscales aussi, liées à cette liaison entre l'amont et l'aval. Alors, vous avez là un exemple de viabilité économique sur des cas qu'on connaît. On s'est amusé à mesurer l'incidence économique. Donc, alors, je ne vais pas reprendre toutes les hypothèses parce que ça aurait été trop long dans le cadre de cet atelier, mais par exemple, on est capable de dire, enfin, on peut dire sur des exemples concrets que l'ORC permet d'avoir une électricité aux alentours de 54 € hors taxe. Une fois qu'elle arrive sur le site aval, elle est à 68 € hors CSPE. Donc ça, c'est justement l'incidence de considérer que c'est une électricité ENR et R. Et donc, ça vous fait une chaleur que vous trouvez en bas à droite à 54 € le mégawattheure thermique. Voilà. Donc, c'est un exemple d'application de l'intérêt de ce concept. Alors, évidemment, ce concept pose plein de questions. Justement, première question, cette CSPE, est-ce qu'on peut l'exonérer de ce type d'électricité qui viendrait d'une énergie énergie renouvelable et récupérée? Alors, on constate dans le droit français, il y a le Code général des collectivités territoriales qui parle d'ENR et R sous un seul sigle, alors que le Code de l'énergie distingue les deux avec des régimes d'exonération et de subvention qui sont spécifiques à chacune d'elles. Donc, c'est là où on se dit qu'il y a un travail à faire de réunification. C'est peut-être l'oubli du R, du deuxième R, et peut-être un simple oubli à un moment donné dans un texte législatif. En tout cas, c'est un point à vérifier. Il y a également la question de l'éligibilité aux garanties d'origine. L'électricité produite à partir d'une chaleur de récupération peut-elle devenir éligible aux garanties d'origine dans la mesure où on l'inscrit cette disposition au seul cas où l'électricité est utilisée à une production de chaleur ou de froid? Voilà, c'est un peu l'idée aussi qui est derrière. Et puis, la troisième question, effectivement, comme on le suppose, est-ce qu'on peut assimiler ce dispositif à un réseau de chaleur? Et donc, du coup, est-ce que ce dispositif continuerait à pouvoir bénéficier des différents types d'aides de l'État, que ce soit le fonds chaleur ou la TVA à 5,5, enfin, ou d'autres types d'aides qui sont mises en place par l'État pour les réseaux de chaleur. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long
Donc, je m'arrête là sur la description du concept. Vous l'avez dans ces grandes lignes. Peut-être Gilles, David, PDG d'Enertime, peut-être tu peux compléter sur l'un ou l'autre point, ou appuyer sur ou revenir sur l'origine de l'idée, ou enfin, donner un peu plus de corps à ce que j'ai essayé de présenter. Oh, ben non, mais Jean, je ne sais pas si je peux vraiment rajouter du corps. Je pense que tu en as plus dit que ce que je pourrais en dire. Je pense que en fait, l'idée d'essayer de transporter en fait la chaleur sous forme d'électricité, c'est juste un constat que à peu près 80% des usines en France qui ont des ressources de chaleur à plus de 100 degrés sont trop loin de réseaux de chaleur, ou même quand elles sont près de réseaux de chaleur, ne peuvent pas vendre leur chaleur à ces réseaux. Donc, nous, et là-dessus, je ne trahis pas un secret de dire que nous, notre intérêt, c'est de développer la technologie des ORC parce qu'on pense qu'elle est pertinente et que toutes ces usines qui ont de la chaleur à récupérer, si elles peuvent la récupérer dans leur process, elles l'ont déjà fait. Et donc, il y a quand même des térawattheures qui partent aux petits oiseaux et qu'il y a un vrai sujet d'efficacité énergétique, mais pas seulement de production d'énergie sans CO2. Et donc, si on peut travailler avec les promoteurs de réseaux de chaleur, aussi bien d'ailleurs dans le cas où le réseau de chaleur passe à côté de l'usine que dans le cas où le réseau de chaleur est à des dizaines de kilomètres de l'usine. Nous, on pense que les ORC, en fait, c'est un facilitateur de réseau de chaleur et que si on le voit comme ça, c'est plus facile pour nous et c'est plus facile pour les usines et c'est plus facile pour les développeurs de réseau de chaleur. Et par ailleurs, bon, l'électricité décarbonée, ça a une valeur. Ça n'est pas l'électricité, c'est quand même, ça a plus de valeur que la chaleur, contrairement à ce qu'on dit souvent, parce que l'électricité, ça se transporte sur des milliers de kilomètres. La chaleur, ça se transporte sur des kilomètres. Alors après, il y a la thermodynamique qui fait que l'électricité nécessite pas mal de chaleur. Un de chaleur donne pas un d'électricité, ce qui est, c'est la thermodynamique, c'est des lois de la physique. Mais ça veut dire aussi que l'électricité est une énergie qui a plus de valeur, qui est une énergie secondaire, alors que la chaleur, c'est une énergie primaire. Et donc, si on essaye un mix raisonnable entre chaleur, électricité et décarbonisation de nos procédés, je pense qu'il faut essayer de combiner les deux. Et ce concept, je l'espère, a le mérite déjà de combiner les deux, de montrer qu'il n'y a pas la bonne chaleur et la mauvaise électricité, mais que c'est deux énergies qui travaillent la main dans la main. Et je pense que c'est important de dire que les pompes à chaleur, c'est une technologie importante pour l'avenir de la décarbonisation aussi de notre infrastructure et de nos bâtiments et même de nos usines. Parce qu'une pompe à chaleur, ça permet de faire 4 de chaleur à peu près avec 1 d'électricité. Donc, c'est quand même en fait le ratio qu'on pensait avoir perdu quand on produisait 1 d'électricité avec 4 de chaleur ou 5 de chaleur, on le retrouve. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à dire aujourd'hui. Mais... Merci en tout cas. Alors, on pourra, enfin, Gilles, tu pourras réintervenir bien sûr après. Alors, Olivier Pascal, vous êtes directeur de Dalkia. Est-ce que finalement on vient transformer votre métier avec ça, ou finalement peut-être pas tant que ça puisque vous vous y intéressez? Merci Jean. En tout cas, c'était une présentation très complète et qui pose aujourd'hui les bases d'un futur sur de la récupération d'énergie fatale. Et alors, je vais pas faire mon commercial d'Alkia, mais l'idée, c'est de se plonger dans le futur, en fait. Aujourd'hui, la récupération d'énergie fatale, elle est présente. Hein, c'est une des énergies principales utilisées à côté de la biomasse sur les réseaux de chaleur urbains et industriels. Il faut en parler. Juste pour rappeler quelques valeurs, de mémoire, à l'échelle nationale, c'est un petit peu plus de 100 TWh d'énergie fatale récupérable au niveau industrie. Et si je reprends bien les chiffres que tu avais présentés il y a quelques temps, Jean, là-dedans, il fallait rajouter
un petit 10 TWh lié aux IUOM. Donc, on voit qu'on est sur un potentiel lié à l'industrie hors IUOM qui est colossal. La partie valorisée actuellement, elle est réalisée. Elle est réalisée sur l'industrie elle-même, récupération de chaleur fatale interne. Elle est réalisée en externe, éventuellement sur des industriels voisins. Et elle est réalisée en externe sur des réseaux de chaleur qui passeraient à proximité. Alors même, et j'ai bien aimé les propos de Gilles David, même si aujourd'hui la chaleur se transporte sur plusieurs kilomètres, il est évident qu'on ne va pas faire des tuyaux sur 100, 200 kilomètres, même si ça existe dans d'autres pays, mais on a quand même des pertes assez importantes, des pertes thermiques assez importantes. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qui est valorisé ou ce qui est encore valorisable, c'est des choses qui sont réalistes au jour d'aujourd'hui, mais qui sont faciles, entre guillemets. Alors, rien n'est simple dans une récupération d'énergie fatale industrielle, mais c'est des choses l'on sait faire, que l'on maîtrise. Et quand on parle de notre ambition en termes de réduction d'émissions de CO2 industrielles et sur les autres consommateurs également de chaleur, que ce soit habitat ou tertiaire, il faut penser à demain comment on va aller chercher cette énergie fatale industrielle qui ne peut pas être valorisée aujourd'hui. Et dans ces 100 TWh, ce serait intéressant de regarder la part qui est valorisée, qui sera valorisée dans les prochaines années, et la part qui ne sera jamais valorisable parce que, comme l'a dit Gilles David et Jean Gravelier, on est beaucoup trop loin, les exutoires sont beaucoup trop loin physiquement de l'émission de cette énergie fatale. Donc ça, c'est le pourquoi aujourd'hui, nous, au sein de Dalkia, on s'intéresse de près à cette idée. On espère, et on va travailler avec l'ADEME, avec Enertime, avec le pôle énergie, pour essayer de faire aboutir cette réflexion. Mais en tout cas, elle pose pour moi l'interrogation sérieuse et sereine: comment on va valoriser demain l'énergie fatale qui ne peut être valorisée facilement parce qu'elle nécessitera des infrastructures importantes et qu'on ne sera pas capable de les mettre en place. Alors, à ces propos, je voulais rajouter, moi, deux sujets qui étaient un peu abordés par Jean. C'est la notion de flexibilité. On sait que l'industrie, à un moment donné, pour valoriser cette énergie fatale, et bien derrière, il faut des investissements qui sont quand même importants, donc il faut des engagements. Et on sait que l'industrie, malheureusement, n'a pas forcément une vision de long terme sur son activité. On sait que l'industrie, ça évolue d'une année sur l'autre. Et donc, cette solution d'ORC et de transport de la chaleur au travers de l'électricité, elle pourrait permettre d'avoir des adhésions industrielles parce que plus flexibles en termes de valorisation. Les investissements seraient probablement moins importants, plus flexibles, parce qu'une installation ORC, finalement, et là je raisonne tout haut, elle peut se démonter, se mettre ailleurs. Donc cette notion de flexibilité, à mon avis, elle est importante. Et après, un deuxième point qui convient peut-être de mettre en exergue, c'est le froid. On parle beaucoup de chaud, mais l'enjeu de demain, c'est aussi le froid, notamment pour le tertiaire, pour l'habitat. Et avec ce système, on pourrait très facilement fournir peut-être des réseaux de froid ou même Parce que là, on parle de réseaux de chaleur, de réseaux de froid. Mais il n'y a pas que ces réseaux. Moi, ce que j'aime bien dans cette présentation, c'est que cette solution, elle ouvre le champ. Et à partir du moment où on respecte cette hiérarchie logique de transformation de chaleur en électricité pour la retransformer en chaleur, mais demain, cette chaleur, elle peut être utilisée également sur un autre exutoire qu'un simple réseau de chaleur urbain. Ça peut être vraiment un utilisateur lambda, que ce soit en logement social, que ce soit en logement copropriété privée, que ce soit sur du tertiaire. Bref, le champ des possibles, il est fabuleux. Et voilà, c'est un petit peu ma conclusion. Et le mot de mon intervention, c'est de dire, on est sur un concept. Alors, ça peut faire rire les concepts, parce qu'effectivement, on va se poser des questions. J'ai vu une question passer, et la question est fort intéressante sur la perte des réseaux électriques. C'est des sujets importants. Mais au moins, ça nous permet de réfléchir et de réfléchir à demain. Une ambition zéro carbone se construit. C'est une vision à 50 ans. Je pense qu'on va aller de plus en plus vite, donc on va raccourcir de plus en plus cette vision à 50 ans, et donc il faudra bien trouver les moyens d'y arriver, et je trouve que c'est un excellent moyen d'aller traquer ces mégawattheures industriels qu'on aura du mal à valoriser par ailleurs. Très bien, merci Olivier. Alors, il y a des questions déjà. Alors, peut-être avant de donner la parole à Baptiste,
peut-être, Gilles, tu peux dire, parce que j'ai vu une question passer, pourquoi Oui. les industriels n'investissent pas dans des ORC? Eh bien, justement, c'est le cas. Justement, aujourd'hui, il y a des ORC. En tout Oui. cas, il y a eu des appels à projets de l'ADEME et il y a des réponses qui sont positives. Donc, ou en attente, mais voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ORC, c'est une centrale électrique comme une autre. Aujourd'hui, un industriel, il va s'équiper d'une centrale électrique, il va acheter un ORC si le payback est de moins de 3 ans. C'est la règle en général des investissements industriels. Et il faut que l'ORC produise de l'électricité moins chère que l'AREN. Bon, il faut savoir que l'AREN, c'est la somme c'est un prix moyen de l'électricité qui est de centrales qui ont déjà 30 à 40 ans d'âge. Donc, en fait, c'est pas, on fera jamais rien si, comme base comment dire, d'investissement, il faut se battre contre des centrales qui ont 30 ans d'âge et un payback de 3 ans, sachant que ces centrales, elles se paient en 30, 40 ans, quoi. Donc, au final, la réalité, c'est que l'efficacité énergétique dans les usines, c'est extrêmement rentable, mais pour des raisons qui sont plus des raisons qui n'ont rien à voir en fait avec la rentabilité de l'opération elle-même, les industriels ne sont pas en situation d'investir eux-mêmes. Et après, deuxièmement, on parle des cogénérations gaz, des cogénérations, mais en fait, les ORC ne bénéficient absolument pas comment dire, des conditions d'écogénération. Si les Oui, de ORC, prix. et d'ailleurs, on peut dire, si les ORC bénéficiaient des tarifs cogénération gaz qui n'existent quasiment plus, il y aurait des ORC partout, hein, en fait. Hein. La réalité, c'est que les ORC doivent se battre à 40 € du mégawattheure, là où les cogénérations gaz se battaient à 120. Hein. Il faut aussi rétablir la réalité. Après, il y a un dernier sujet qui me paraît important, et je rebondis sur ce que disait M. Pascal de Dalca, c'est que nous, on pense aussi que dans certains cas, les ORC peuvent être installés, et puis au bout de 5 ans, on trouve une usine qui va s'installer à côté de la première usine et qui a besoin de chaleur. Et à ce moment-là, acheter de la chaleur, échanger de la chaleur entre deux usines, ça a plein de sens. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on dit simplement, c'est que l'ORC réduira sa production ou sera démontée pour être mis ailleurs. Il n'y a pas trop de problème là-dedans. C'est une histoire c'est économique. C'est clair que si on peut vendre de la chaleur, il vaut mieux vendre de la chaleur. Ça, c'est absolument clair. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que entre le moment où entre deux usines, on peut se vendre, s'échanger de la chaleur, et le moment où on commence à réfléchir à un projet, il peut se passer 5, 10 ans, 15 ans. On le voit bien à Dunkerque. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre des ORC. Et puis, si jamais, au bout de 10 ans, l'ORC doit être enlevé ou produire moins parce qu'une partie de la chaleur sera vendue à quelqu'un d'autre avec un plus grand intérêt pour l'usine, eh ben, il faut faire comme ça. C'est pas, je pense que ça pose pas trop de problèmes, ça. Et on le voit aujourd'hui, la flexibilité, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie du quotidien de l'industriel, et il faudra trouver des solutions flexibles, pas des solutions rigides. Alors, je me permets juste, hein, Gilles, tu es intervenu sur l'industriel le nouveau site industriel qui pourrait vendre à son voisin. Quand on parle de réindustrialisation en France, il est évident aujourd'hui que les nouveaux sites industriels, on ne va pas les mettre en centre-ville, on ne va pas les mettre à proximité d'habitations ou de sites, on va dire, tertiaires qui consomment de l'énergie. Donc, on aura tendance à les éloigner. Donc, ça renforce d'autant plus, avec les systèmes ORC, cette capacité à récupérer leur énergie fatale pour la valoriser ailleurs. D'accord, très bien. On va passer la parole à Baptiste Vézol de l'Amorce, parce que l'intérêt, c'est que l'Amorce, justement, est aussi un observateur de tous ces marchés, et vous pouvez avoir un œil particulier sur ce nouveau concept et se dire, je sais qu'on en a un peu parlé, heat to power ou heat to power to heat, c'était un peu la question qu'on avait, mais je vous laisse expliquer tout ça. Oui, tout à fait. Alors, j'y ai beaucoup réfléchi depuis quelques temps à ce sujet, même avant qu'on commence à en parler récemment, Jean. Donc, merci de nous donner la parole et puis de nous laisser finalement relativement libre, hein, de dire ce qu'on en pense ici. Oui, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit, hein, par le prédécesseur. Hein. Finalement, effectivement, le gisement de chaleur fatale en France, il est extrêmement important. C'est un gisement énergétique qui ne rentre pas dans des logiques de conflit d'usage comme d'autres gisements énergétiques qui ont des conflits avec des valeurs agronomiques, l'agriculture, l'alimentation, d'autres vecteurs énergétiques qui pourraient être plus intéressants et du coup on a des concurrences. Là, c'est vraiment un débouché
purement fatal pour lequel on a du mal à trouver un exutoire. Par ailleurs, effectivement, comme le disait Olivier, la France souhaite se réindustrialiser et donc, quelque part, peut-être que ça peut s'inscrire dans une stratégie aussi. Cette réindustrialisation, peut-être qu'elle se fera avec des usines qui seront proches les unes des autres et qui pourront faire circuler ces utilités telles que la chaleur fatale, peut-être pas. Donc, il y aura peut-être des gisements qui vont évoluer en plus. Par ailleurs, il y a la réglementation environnementale des bâtiments, la RE 2020, qui va prendre la suite de la RT 2012 et qui favorise quelque part le développement des pompes à chaleur. Alors, on peut être pour, on peut être contre. Chez Amorce, voilà, on a un positionnement qui n'est pas extrêmement favorable aux orientations, à l'ensemble des orientations qui ont été prises par la RE 2020, mais en tout cas, c'est une stratégie qui est choisie par l'État. Et quelque part, comment est-ce qu'on va pouvoir réagir à ça? Donc, on peut se dire que les besoins de consommation d'électricité, notamment dû au chauffage, vont augmenter. Il y a aussi la mobilité électrique, il y a les réseaux télécoms avec le déploiement de la 5G, les appareils connectés, et finalement, les besoins énergétiques qui peuvent être pilotables vont être précieux. Je pense que cette technologie de valorisation électrique qui effectivement n'a pas un rendement exceptionnel, peut par contre apporter une certaine pilotabilité, donc, qui peut être intéressante et valorisable. Alors, les signaux de marché actuels le permettent pas, mais on va y revenir aux signaux de marché. Ils sont, je pense, en train de passer au vert pour ce type de solution malgré tout. À côté de ça, pour répondre à ces besoins de pilotabilité, il y a actuellement le nucléaire, le stockage qui voilà, font face à tout un tas de résistances, de clivages des uns et des autres qui ont des justifications. Donc, voilà, finalement, parce que cette solution répond à un besoin, je pense qu'il faut, voilà, au-delà de dire qu'il y a le power to heat to power, ça doit peut-être s'inscrire dans une stratégie plus large et plus globale. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à nos besoins électriques à moindre coût? Comment valoriser les sources d'énergie fatale qui ne peuvent pas être valorisées actuellement? Et est-ce qu'il est nécessaire finalement de soutenir tel ou tel gisement d'énergie fatale par rapport à un autre? Comment est-ce qu'on va pouvoir les classer leur intérêt? Donc, effectivement, j'ai encore quelques doutes sur le fait qu'on puisse caractériser le heat to power to heat parce que on pourrait trouver des justifications pour d'autres producteurs d'électricité pour aller dire moi je voudrais aussi vendre mon électricité uniquement en pompe à chaleur et finalement améliorer l'aspect énergétique, le rendement global de ma filière. Donc voilà, peut-être sortir de ce cadre un peu réducteur du heat to power to heat qui est peut-être un cadre contractuel pour aller finalement plus loin. Est-ce que ça ne répond pas à un besoin d'avenir finalement énergétique de la France? Donc il y a plusieurs pistes, à mon avis, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en train de passer au vert ou qui vont avoir tendance à améliorer la situation pour ce type de solution. Donc il y a déjà une moindre pilotabilité des réseaux européens à l'avenir. Par exemple, il y a la centrale du Havre, la centrale thermique charbon qui a fermé ses portes hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, mais du coup, c'est des moyens pilotables en moins. Et sur les 10-15 prochaines années, il y a pas mal de moyens, moyens pilotables qui devraient fermer leurs portes. Donc, ça peut répondre à ce besoin-là. Donc, ça va avoir un impact sur les coûts de marché, certainement. Derrière, pour les industriels, il y a certainement le moyen de valoriser des certificats d'économie d'énergie. Il y a le système des garanties d'origine aussi, qui n'est pas un système qui est figé. Il y a des discussions pour voir si on ne peut pas, notamment dans le cadre, ça vient plutôt du cadre du développement de la filière hydrogène, mais est-ce qu'on ne va pas mettre des garanties d'origine pour le nucléaire, pour faire de l'hydrogène bas carbone, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une place pour ce type de solution? L'ensemble des systèmes de traçabilité peut évoluer. Il y a les garanties d'origine qui est vraiment le cadre réglementaire européen, mais du coup, on en parlait rapidement avec Gilles avant. Il y a aussi des solutions informatiques qui permettent de guider des flux et de prouver qu'une production a été consommée une et une seule fois. Voilà. On pensait au blockchain, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a
les ETS pour les, les quotas carbone. Il y a les capacités, les garanties de capacité. Donc ça, c'est un marché qui vient justement pour pousser les industriels à investir dans des moyens pilotables et quelque part garantis. Alors, effectivement, un industriel ne peut pas forcément dire dans un an, je suis sûr que je produirai à telle heure tant de mégawattheures de chaleur et du coup d'électricité, mais peut-être qu'il y a un engagement statistique là-dessus. De toute façon, chaque énergie, normalement, peut indiquer un taux de garantie de capacité déclarable. Donc, ces capacités, elles ont une valeur qui a explosé ces dernières années. Donc, ça peut être, je pense, aussi un signal financier intéressant pour valoriser ce type d'installation. On parlait de l'AREN tout à l'heure, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, effectivement, qui est utilisé pour alimenter pas mal d'industriels, mais aussi des particuliers. L'AREN, donc dans les discussions actuelles sur le projet Hercule de démantèlement, de démantèlement d'EDF, et donc il y a l'AREN qui est une des composantes de ce projet qui devrait augmenter à l'avenir. Donc on est en train de parler de passer de 42 € du mégawattheure électrique hors taxe, hors TURP, donc tarif d'utilisation des réseaux d'électricité. La Creux s'est positionnée sur un tarif à 48 € du mégawattheure. C'est aussi un signal important, un signal prix important. Et puis, il y a aussi des signaux de contractualisation tels que les PPA qui sont en train de se développer, donc Power Purchase Agreement, qui permettent de lier finalement un producteur directement avec un autre industriel. On voit que ça se développe notamment, je crois qu'il y a la SNCF qui en a eu, Métro. Il y a divers groupes, je crois que Darty aussi en a signé un récemment. Donc ça peut peut-être aussi intéresser des industriels d'avoir une vision long terme d'un productible sur 10 ans, 20 ans, avec un tarif garanti par ces ERC, puisque la vision, j'imagine, du coût de production de l'ERC, elle est relativement stable. On sait à peu près combien ça coûtera de produire avec. Donc, ça peut apporter une vision intéressante. Et puis, s'il est vraiment nécessaire aussi d'avoir finalement des exonérations de taxes pour rendre ce système intéressant, les taxes, les électro-intensifs sont déjà exonérés de certaines taxes et certaines obligations, notamment les obligations de C2E, de TICFE, donc la TICFE qui maintenant contient la CSPE, justement, dont on parlait. Voilà, il y a tout un tas de... Voilà, cette espèce de liste que j'ai faite, pour moi, elle est en train de passer au vert pour ce type de solution. Donc, il faut voir à quel point on peut finalement garantir un productible à une certaine date, avec quelle probabilité, savoir comment se projeter sur le coût finalement de production à 10 ans, 15 ans, 20 ans, durée contractuelle de PPA. Donc, je pense que ça peut déjà permettre d'avoir un signal prix à l'avenir et de se projeter un peu plus. Et puis, si vraiment un soutien est encore nécessaire, un soutien public, ça, c'est à négocier avec la Commission européenne. Donc, ce n'est pas forcément simple parce que dans le cadre de l'électricité, c'est les ENR qui sont valorisables et pas les ENR et R, malheureusement. Donc, c'est aussi ce qui a pu frapper les UIOM, ce qui a un impact sur les centres de stockage qui font de la récupération de biogaz, etc. Donc, il y a ça, c'est des négociations avec l'Union européenne qui sont relativement âpres à mener. Donc, ça dépend pas uniquement de l'État. Donc, il faut voir, sinon, après, avec le fonds chaleur de l'ADEME, qui, lui, peut soutenir les ENR et R, comment un cadre de soutien peut être défini. Le fonds chaleur, je crois qu'il soutient déjà, par exemple, la méthanisation. Donc, pourquoi pas ce type de solution aussi. Donc, voilà. Et il faudra estimer, du coup, quel est le bandeau de prix de soutien nécessaire de la part de l'État ou de l'ADEME pour pérenniser une telle filière et pouvoir vraiment la comparer avec d'autres filières ENR et R, notamment avec la biomasse vis-à-vis des tarifs électricité biomasse qui sont soutenus, je crois que c'est plus de 100 € du mégawattheure. Donc voilà, comment se classer? C'est avec tous ces arguments-là, je pense qu'il faut aller vers le législateur. Qui ira lui négocier avec la Commission européenne. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est une solution extrêmement intéressante et il faut vraiment aller
aller au bout de la démarche d'un point de vue financier et puis additionner toutes ces strates. Après, je reste un petit peu sceptique sur le fait qu'on puisse réellement justifier sans être attaqué que finalement on va réellement faire du hit to power to hit, parce que tout un tas d'autres vont vouloir s'engouffrer sur cette justification et qui ne sera pas forcément évidente. En revanche, ça répond réellement à un besoin d'avenir énergétique de la France. Voilà. Bon, mais merci d'avoir ouvert les perspectives. Et puis, bon, on sait bien que ça n'est pour le moment qu'un concept. On est relativement humble. Hein. On n'est pas non plus. Enfin, on y va humblement, mais en même temps, on se dit que ça mérite, ça vaut le coup de regarder. Alors, une chose que vous n'avez pas citée, c'est le droit à l'expérimentation. Est-ce que dans ce cadre-là, il n'y a pas des choses possibles Enfin, bon, vous ne l'avez pas cité, vous n'étiez pas non plus censé le citer, mais ça m'est venu en vous écoutant. Oui, effectivement, c'est possible. Ça, c'est de toute façon, bon, l'État peut effectivement, et l'a déjà fait tout un tas de fois, de financer des systèmes expérimentaux sans les soumettre à la Commission européenne. Donc, pourquoi pas? Après, il va falloir vraiment les convaincre. Malgré tout, à terme, un tel système doit mener à un cadre pérenne. Donc, Oui, c'est clair. voilà, un système expérimental en général, il est là aussi pour apporter un tarif important parce qu'on est sur une nouvelle filière qu'il faut vraiment tester, voir toutes ces caractéristiques techniques et économiques. L'ERC, c'est un système qui est ancien, les cycles thermodynamiques, on les connaît depuis belle lurette. Voilà, c'est un petit peu différent. La partie expérimentale me semble plus être dans le cadre contractuel éventuellement. Que vraiment dans la partie technique. D'accord. Bon, mais je vais me tourner vers Herminie de Fréminville, qui est ingénieure énergie entreprise à l'ADEME Hauts-de-France, parce que vous connaissez bien le pôle énergie, vous connaissez Enertime, vous connaissez bien sûr Dalca et Lamorce, ça c'est évident, mais vous avez un peu suivi toute l'évolution de notre réflexion sur toutes ces différentes manières que l'on peut avoir de valoriser la chaleur fatale, et puis vous continuez à nous accompagner, donc ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue sur ce concept. Ok, écoutez, oui, bien sûr, on continue les investigations sur ce sujet. Hein. Je crois que l'important dans tout ça, enfin, surtout dans notre région de France, hein, on a quand même un potentiel de récup de chaleur fatale qui est complètement énorme. Ça fait que les Hauts-de-France sont quand même très fortement regardés par nos ministères. On le voit d'ailleurs avec l'appel à projet décarbonation de l'industrie. On sent qu'il y a un énorme attrait des industriels sur ce thème. Ils savent que leur feuille de route de décarbe, elle va s'écrire aujourd'hui. Si on veut être en ordre de marche pour 2030, 2050, les choses s'écrivent maintenant. Alors, bien entendu, sur la récup de chaleur fatale, on a quand même bien avancé en région Hauts-de-France, on s'est bien approprié le sujet, on a ouvert le fonds chaleur là-dessus, on a accompagné pas mal d'entreprises, mais voilà, il en reste encore beaucoup. On a quand même une hiérarchie, bien entendu. On ne va pas aller installer une biomasse s'il y a un potentiel de chaleur fatale à côté du projet. Et on va avant tout, au sein de l'industrie, travailler en premier lieu sur l'efficacité énergétique. C'est vraiment la première chose à faire, baisser ses consommations avant de recracher. Maintenant, l'ADEME, à travers son système d'aide, ses moyens d'accompagnement, elle se doit aussi d'aller regarder un peu au-delà de ce qui est faisable et aujourd'hui. Ce pourquoi cette idée du pôle, elle nous intéresse bien évidemment parce que demain, c'est un mix énergétique, c'est un mix de vecteurs énergétiques. Il va falloir pouvoir proposer plusieurs solutions. Alors, celle-ci, dans un premier lieu, elle peut sembler un peu, oui, mais on a de la chaleur, on peut peut-être l'utiliser plus facilement directement avec une IRC, etc. Mais voilà, je crois qu'il est important aujourd'hui, avec ce qui nous attend, avec les challenges qui nous attendent demain,
d'aller regarder au mieux toutes les solutions qui peuvent être proposées. C'est pourquoi là actuellement on va accompagner le pôle dans le cadre d'une étude de faisable, mais on va aller gratter un peu le côté juridique notamment du Heat to Power to Heat pour avoir le plus d'éléments en main et de force de proposition. Et ça sera un point très important. Voilà, être force de proposition, mais quand même avoir un bon bagage pour bien expliquer et regarder si vraiment c'est faisable, et notamment ce côté juridique, le vecteur ELEC à utiliser, tous les systèmes, enfin, même le système d'aide autour qu'on pourrait éventuellement lancer. On reste sur des choses, vraiment, on est dans de la démonstration. On est dans quelque chose qui est vraiment un peu chemin de traverse, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est ça aussi la force de l'accompagnement de l'ADEME, notamment, c'est d'aller un peu plus loin pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Donc, cette étude, Jean, on aura les premiers retours à la fin de l'été, je pense. Oui, c'est à peu près ça, je pense, oui. Voilà, on verra s'il y a vraiment des très, très gros éléments bloquants. La partie technique, elle est quand même un peu plus affinée aujourd'hui. Bon, voilà, il y a cette partie juridique, et même voilà, européenne à regarder vraiment dans le détail. Comme dit souvent Jean, rien n'est bloqué, hein, tout est faisable. Donc, c'est mon rôle, j'ai le beau rôle dans l'affaire. C'est votre rôle, c'est très bien, et nous, on fait notre max pour vous accompagner. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir toutes les portes. Voilà, il faut ouvrir toutes les portes, et c'est notre rôle à tous, hein, d'ailleurs, ici aussi, et puis même aux industriels d'être force de proposition. Hein. On regarde, on réfléchit ensemble. C'est super important, et faire du lien entre nous, mobiliser nos relais, échanger. Voilà, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, il y a une très, très grosse force à mettre en route sur la décarbe, sur l'énergie. Ça nous coûte trop cher, c'est trop polluant, ça va coûter de plus en plus cher, et il faut vraiment aller gratter à droite et à gauche pour trouver le plus de solutions possibles et d'être force de proposition. Merci en tout cas, Herminie. Alors effectivement, on va lancer une étude sur ce Heat to Power to Heat qui va être financé par l'ADEME et puis aussi Dalkia et Enertime. C'est vrai qu'initialement, bon, les choses ont ripé essentiellement à cause de la crise sanitaire. On pensait présenter les conclusions de cette étude. Ben, en fait, on est au démarrage de l'étude. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Donc peut-être qu'aux prochaines assises, on aura des choses encore plus intéressantes à vous dire. La parole est aux internautes ou aussi aux autres intervenants qui peuvent réagir entre eux. Ça peut être intéressant que Olivier Pascal ou Gilles répondent à Baptiste ou à Herminie. Enfin, bon, voilà. Et puis, si vous avez des questions, soit vous levez la main ou vous arrivez peut-être il faut lever la main quand même parce qu'on est quand même nombreux, on est une 60aine, je crois. Ou alors vous l'écrivez et puis je la relaye par le biais du chat. Voilà. Est-ce que l'un ou l'autre, je ne sais pas, Olivier Pascal, est-ce que tu veux réagir? Alors, oui, tu as des questions qui arrivent au fil de l'eau, Jean. Je ne sais pas si tu les vois. Bah, alors, ouais, je sais peut-être. Ah oui, je n'avais pas vu, je ne dois pas être sur le bon truc. Où est-ce qu'elles sont les discussions? Tu peux les lire hein, si tu l'envoies. Oui, mais je suis sur le téléphone et malheureusement, j'ai. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça, oui, parce que je les vois. Voilà. Alors, tu les vois? Oui. Ok, merci. Achète, ok. Bon, on a répondu, hein, les marchés de cogénération, on a répondu à ça. Dans l'absolu, les mégawattheures injectés dans les réseaux font leur vie. Oui, ce n'est pas parce qu'il y aura été produit par un système ORC qu'il sera utilisé pour produire du froid et du chaud, et donc il sera possible de récupérer le COP. Dans ces conditions, comment justifier les abattements de taxes ou d'éligibilité au GO ou au dispositif en chaleur? Ben, c'est toute la question, effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que
enfin, les autres peuvent répondre aussi, mais l'électricité n'a pas de couleur ni d'odeur, donc de fait, s'il est mis sur le réseau, l'idée de créer un lien, c'est un peu comme des purchase agreements, hein, c'est de dire cette électricité a un coût particulier parce qu'elle vient d'une chaleur fatale, et donc on la destine à reconstituer la chaleur initiale pour un client qui a besoin de cette chaleur. Et donc, ce lien fait qu'on demande des réductions fiscales. Voilà comment je dirais les choses. Rajouter un point, c'est sur le système des garanties d'origine. On pourrait, C'est comme ça. je disais, c'est un système qui n'est pas figé, hein, qui évolue encore. On pourrait imaginer que tout type de production produise des garanties d'origine, carbonées, décarbonées, etc., enfin plus ou moins par technologie, quoi, quelque part. Donc ça, c'est pas forcément ce qui me semble être le plus gros frein. Sur les taxes, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je parlais de s'adresser à des entreprises électro-intensives qui vont avoir des besoins de long terme d'électricité sur des marchés sur lesquels le prix de l'électricité fait le yo-yo. On voit que les PPA sont de plus en plus sollicités par les plus gros entrepreneurs. Et sur les marchés électro-intensifs, il y a des exonérations de taxes déjà. Simplement, ce n'est pas pour un point de vue écologique, hein, c'est un point de vue de compétitivité. Donc, je pense que c'est une des voies qui me semble judicieuse d'étudier, parce que, quoi qu'on en dise, ça reste je pense que c'est une bonne idée. C'est un système qui a ses vertus, mais qui ne rentre pas forcément dans le cadre l'image d'Épinal, voilà, des ENR et de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut en faire dans la réglementation. Par contre, ça a une place dans la stratégie énergétique. Donc, ça se justifie un petit peu de ce côté-là. Moi, j'avais une question, c'est finalement, est-ce que ces échanges, vous les avez eus aussi avec je ne sais pas s'il y a une filière européenne ORC, hein, s'il y a d'autres constructeurs, d'autres think tanks qui y réfléchissent en Allemagne, en Autriche, enfin d'autres pays industriels. Que font-ils, eux, de leur chaleur fatale et est-ce que c'est un système qui prend de l'intérêt ailleurs? C'est aussi, je pense que ces systèmes, la gestion énergétique en Europe, elle va de plus en plus se faire à l'échelon européen. Donc, je pense que c'est aussi à cet échelon-là qu'il faut taper. Effectivement, donc l'ADEME, pour moi, c'est la première étape. C'est aussi ce qui peut légitimer une démarche, parce qu'il y a une vraie ingénierie et un regard critique sur ce qui est fait, une connaissance du territoire. Et il faut aussi, je pense, en discuter plus largement au-delà du cadre français. Non, mais oui, on parle avec. Il y a un think tank sur les ERC qui est basé à l'université de Delft, qui est l'université de Rotterdam, hein, TU Delft. Et il y a assez peu de fabricants d'ORC dans le monde. Hein. Il faut savoir que aujourd'hui, des gros ORC, parce que les petits ORC ne s'appliquent pas tellement à ce genre de sujet encore, qu'on pourrait imaginer aussi, mais la rentabilité en général n'est pas là. Les fabricants de gros ORC, il y en a 3 ou 4 dans le monde, donc c'est pas... aujourd'hui, tout le monde a l'air de dire que c'est une technologie connue, c'est la thermodynamique. Oui, il faut savoir que les panneaux solaires, ça a été inventé en 1840 et que les piles à combustible, c'est 1839. Hein, et puis les éoliennes, j'en parle pas. Hein, parce que et l'hydrogène, c'est Lavoisier. Voilà. Ouais, exactement. Donc après, moi, j'aime bien les gens qui disent « Oh, bah ouais, non, mais la thermodynamique, pas de problème. C'est frisou. Moi, j'en fais tous les matins au petit déjeuner. » Non, c'est pas exactement ça quand même. C'est même assez compliqué, en fait. C'est assez compliqué de faire des turbomachines, d'utiliser des fluides de plus haute température, etc. Il y a quand même, enfin, je ne veux pas nous envoyer des fleurs en tant qu'Enertam, mais il y a quand même beaucoup d'innovation dans les ORC. Hein. Et d'ailleurs, s'il y en a assez peu, il y en a assez peu en France. Hein, ils se comptent un peu sur les doigts de la main. C'est aussi un problème d'offre. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le lobby des ORC n'est pas à la hauteur. Hein, ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais après,
Non, alors moi ce que je vois, c'est d'abord, et là-dessus, je trouve que l'ADEME, et c'est pas parce que Madame de Frémaville nous écoute, mais l'ADEME a fait un énorme boulot pour aider ces technologies à, à essayer de percer. Hein. C'est pas quand on arrive avec des technologies comme ça, c'est compliqué hein, de réussir à établir un marché, trouver des subventions, parce qu'au début, vous n'avez aucune subvention et les ORC n'ont commencé à avoir des aides que en 2019. Hein, c'est les C2E. Hein. Avant, quasiment, ça ne marchait pas. Et donc, et à ce point de vue-là, la France est très pionnière, hein, parce qu'en fait, la France a mis en place ce système des C2E et l'Italie. Et d'ailleurs, il faut voir que c'est en France et en Italie qu'il y a des fabricants d'ORC et pas dans les autres pays. Et ces systèmes de C2E sont en fait imposés par l'Europe. Mais en fait, il n'y a que 2 pays en Europe qui ont mis en place le mécanisme. Hein. Il faut savoir que la France est un très bon élève en matière d'efficacité énergétique. Et que aujourd'hui, dans les discussions que j'ai au niveau dans le lobby des ORC, qui comprend des gens quand même comme Siemens ou Atlas Copco ou Mitsubishi Heavy Industries, donc là-dessus, nous, on est un peu le Gaulois de l'histoire hein, face à l'Empire. Mais finalement, le modèle français est considéré, et le modèle italien sont considérés comme extrêmement performants quoi, par rapport à des modèles auxquels finalement l'efficacité énergétique est moins un sujet. Quoi, hein, voilà, mais on va y arriver. Alors après, c'est vrai, est-ce que le heat to power to heat, c'est le bon moyen? Je ne sais pas en fait. Ce que je sais, c'est que c'est une excellente initiative pour montrer que les choses ne sont pas si simples, que le futur, c'est fait de beaucoup de technologies qui doivent travailler ensemble. C'est le multivecteur. Voilà, c'est ça, à mon avis, qui est important. Et là-dessus, je pense que Pôle Énergie fait un travail tout à fait remarquable d'animer ces sujets-là dans les Hauts-de-France. Voilà, et dans la France entière, bien sûr. J'ai envie de faire une comparaison, mais imaginez il y a 1 an et demi, si on vous disait que vous alliez passer la moitié de votre vie assis sur une chaise devant un webinaire. Aujourd'hui, c'est la réalité à cause de la crise sanitaire. Alors, je ne dis pas que c'est souhaitable, on est bien d'accord, et qu'il ne faille pas continuer, mais il y a des transitions comme ça qui se font. Voilà. Olivier, tu voulais intervenir, je crois. Ouais, je voulais juste, je voudrais pas qu'on se perde dans le débat. Donc, effectivement, j'entends hein, les propos de Baptiste Vézol sur cette notion de vision qui est nécessaire, hein, et c'est une composante, cette vision nationale de la partie production d'électricité, ressources de production d'électricité. Il ne faut pas l'occulter, c'est une des composantes. Par contre, j'insiste vraiment, l'origine, c'est bien la valorisation d'énergie fatale industrielle. Il faut remettre le débat là-dessus. L'origine, c'est bien trouver une solution pour valoriser des calories qu'on ne pourra pas aller chercher. C'est ça, en fait, le débat. Et après, effectivement, il se trouve qu'une des conséquences, ça touche le réseau ELEC et la Prodélec. Et donc là, il faut réfléchir un petit peu plus large. Mais vraiment, le débat de fond, pour moi, il est là. Hein. D'accord. Alors, on a une question d'un Florian sur la faisabilité technique de l'installation des ORC, justement quand ça vient troubler le process d'un industriel. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas, Gilles? C'est un sujet complexe, hein, les ORC. On ne met pas un ORC comme ça sur un procédé. Il y a beaucoup d'usines qui ne sont pas adaptées. Il y a des clients industriels qui ne veulent pas. Enfin, l'ORC, ce n'est pas du tout une technologie simple. Hein. C'est compliqué. Et donc, il y a des fois où ça ne fonctionne pas bien. Et il faut le reconnaître. Hein. Il faut... Mais en même temps, je pense que quand on commence à avoir une expérience, quand on a des références, quand on comprend comment ça fonctionne, je pense qu'on peut avancer beaucoup plus vite. Un des problèmes qu'on a, nous, c'est effectivement, on manque un peu de consultants et qui connaissent le procédé, qui savent prescrire. Hein. Quand vous avez des nouvelles technologies, les prescripteurs manque un peu, ce qui est normal. Hein, je suis pas. Et puis les industriels, ils ont un peu peur de ça, c'est vrai, mais je pense qu'on peut les convaincre. On leur montre que ça marche dans des industries les mêmes que les siennes, parce que finalement les industries, c'est toujours un peu les mêmes. Les industries sur lesquelles on peut mettre des ORC, on peut montrer que ça fonctionne, et à ce moment-là, les réticences s'en vont.
Merci Gilles. Alors on a une nouvelle question là. Je partage l'idée de trouver des façons d'utiliser l'énergie fatale. Cependant, le stockage d'électricité reste un problème et ce concept ne permet pas d'y répondre, ou bien je me trompe. Alors j'ai envie de dire justement, c'est l'intérêt aussi que Dalca participe à ce débat parce qu'on sent bien que Dalca, qui est à la fois côté des industriels pour valoriser la chaleur fatale, mais aussi de l'autre côté capable d'installer et de transformer des pompes à chaleur en chaleur pour d'autres industriels, va jouer un rôle d'équilibre entre les réseaux. Au moment où on met de l'électricité sur le réseau, on a aussi du coup la consommation en face. Mais peut-être vous voulez compléter sur cette réponse. En fait, justement, l'électricité implique qu'il faut qu'il y ait une consommation immédiate au moment où c'est produit. Oui, et d'où ensuite la réaction de Baptiste Vézol sur ce maillage national, et c'est une composante à prendre en ligne de compte. Et par rapport à ce que tu disais, Jean, ce qui va être produit à un moment donné sera consommé de toute façon sur le réseau. Après, effectivement, l'électron prenant le chemin le plus court, dans l'absolu, oui. Effectivement, ce n'est pas cet électron vert qui sera forcément consommé. Mais l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de cette énergie fatale. Et c'est une idée qui, à mon avis, est très prometteuse. Et c'est pour ça qu'on compte regarder et qu'on s'est engagé dans cette étude aux côtés de l'ADEME et Enertime. Et je trouve que là, l'ADEME joue vraiment son rôle et c'est fabuleux parce qu'on est vraiment sur à la base une idée, une technologie. Qu'est-ce qu'on peut en faire et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire pour améliorer ce que l'on souhaite faire demain. Donc, il n'y a pas mieux, je trouve. Il n'y a pas mieux. Et peut-être que, comme beaucoup d'expérimentations, peut-être que cette étude débouchera sur quelque chose de vertueux, mais qui n'aura rien à voir avec son origine. Oui, tout à fait. Voilà, alors on demande les domaines industriels particuliers où ces technos sont les plus adaptés. Alors, c'est là où il y a de la chaleur quand même d'un certain niveau de température, Gilles, c'est ça? Oui, c'est des grandes quantités de chaleur et des hautes températures. Donc, en fait, ça limite un peu le scope. C'est essentiellement les verreries, les aciéries, les stations de compression de gaz, les cimenteries. Enfin, il y a des centres de valorisation énergétique. Les centres de valorisation électrique, etc. Moi, je voulais rajouter aussi un point qui me paraît extrêmement important. Et là, je pense que l'industrie française aussi doit se retrouver des marchés à l'international. C'est-à-dire que aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de mettre des usines en France. Il faut aussi créer une dynamique entre, par exemple, des acteurs comme Dalca qui sont présents partout dans le monde, des gens comme nous qui ne sont pas présents partout dans le monde, loin s'en faut, et d'essayer de créer des offres pour la planète en général. Et aujourd'hui, faire des projets en France, même si ce n'est pas des milliers de mégawatts, comme ce que réclamaient à un moment, par exemple, les gens qui font des éoliennes offshore, mais plutôt quelques dizaines de mégawatts, ça permet de créer une industrie qui, après, peut aller dans le monde entier. Parce que si la France a finalement bénéficié d'un kilowattheure peu carboné qui justifie moins que finalement on économise cette électricité et donc qui justifie moins qu'on décarbonise grâce à l'efficacité énergétique, le reste du monde fonctionne avec des centrales au charbon et qu'il y a des besoins énormes et que si la France peut être un peu pionnière sur des concepts, pas seulement la technologie, mais aussi des gens qui la promeuvent comme Dalkia par exemple, je pense qu'on est gagnant. Voilà. Très bien, merci. Je ne sais pas si Baptiste, vous avez envie de rajouter quelque chose ou... Non, je pense que je comprends tout à fait la justification qui est apportée. Effectivement, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif est de valoriser une énergie fatale. Quelque part, c'est valoriser quelque chose qui est gaspillé. Après, voilà, il faut, je pense, surtout ne pas perdre de vue le fait que il y a un aspect de compétitivité qui sera requis de toute façon à terme, même si les énergies sont toujours plus ou moins subventionnées ou aidées réglementairement, donc c'est toujours difficile de complètement les classer, mais je pense que voilà, ça doit répondre à un besoin qui est de collecter cette énergie gaspillée et aussi d'apporter l'énergie nécessaire, l'énergie qui est demandée. Donc voilà, les besoins augmentent sur les réseaux électriques, c'est
va être un fait, même si là, avec la crise, ça a eu tendance un petit peu à baisser, mais il y a quand même des usages qui se reportent là-dessus. Donc je pense qu'il il faut vraiment pas perdre ça de vue, parce que c'est aussi, quand on a des échanges avec les institutions, notamment les ministères, lorsqu'on veut justifier une valorisation énergétique, on peut vous dire, OK, par exemple, votre énergie, elle est fatale, d'accord, mais est-ce que l'argent que je vais investir, il ne sera pas plus efficace économiquement et écologiquement si je l'investis ailleurs? Je ne sais pas, moi, par exemple, dans des centrales de production d'électricité à base de biomasse. Donc, voilà, quel que soit finalement notre point de vue là-dessus, c'est quand même quelque chose qui vous est opposé. Donc, il faut savoir réagir à ça, savoir répondre et quelque part raconter cette histoire de la réponse à un besoin qui est écologique, qui est économique, qui est industriel, etc. Donc, c'est clairement pas un tacle que je fais à cette technologie que je trouve très intéressante sur le principe, l'ORC, et ce moyen de récupération de chaleur. Si en plus le coût paraît quand même pas délirant, je pense qu'on est quand même pas loin d'un bon niveau de rentabilité. Alors, je ne sais pas si là, les chiffres de coûts au mégawattheure produits, ils sont épluchés déjà, en gros, c'est une moyenne lorsqu'on épluche des C2E, etc., de tout ce qu'on a pu déjà valoriser autour, ou si c'est un chiffre brut sur lequel il faut rajouter toutes ces couches possibles. Mais je pense que moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir un peu cette équation globale, parce que je pense que si le coût avancé, c'est le coût brut, ça me paraît clairement intéressant comme instrument. Mais ça, on peut y Alors, répondre de mémoire. rapidement. Oui. Vas-y, Jean. Non, Philippe Ferrest aussi est là et c'est lui qui a fait les calculs. Il peut intervenir s'il le veut. Il me semble bien que les C2E sont déjà inclus puisque c'est la base finalement de ce regain d'intérêt pour les ORC en France, c'est justement cette accessibilité aux C2E. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec des C2E, on arrive à produire à peu près 50 € du mégawattheure sur un site. Je pense que c'est ultra compétitif. Oui, moi, ça me paraît très compétitif et il faut peut-être regarder aussi, au-delà des PPA, simplement le cadre de l'autoconsommation, où dans l'autoconsommation, il n'y a plus de turp à payer, Oui. plus de taxes et autres. Donc, les gros industriels ne payent pas la turp. Oui. Et jusqu'à septembre 2019, les C2E ne s'appliquaient pas aux usines au PNAQ. Donc, il n'y avait pas d'aide, en fait. Il n'y avait pas du tout d'aide. Donc, on peut comprendre qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'ORC installés. C'est juste que... Alors, on peut, effectivement, il faut comparer toutes les énergies, mais je pense qu'on a tous les arguments pour montrer que c'est extrêmement compétitif, en fait, par rapport à toute autre source d'électricité décarbonée. Alors après, que ça s'exprime sous forme d'efficacité énergétique ou de production d'électricité décarbonée, c'est juste une histoire de où est-ce qu'on place le curseur. C'est la même chose, en fait. Du coup, est-ce que Philippe Ferrest. Est-ce que le sujet, il est plus dans le besoin d'une subvention ou d'un soutien, ou est-ce qu'il est plus dans le besoin d'une communication autour de cette solution qui, on connaît tous les centrales électriques classiques, thermodynamiques, mais finalement, on a tous l'image d'une grosse centrale de plusieurs centaines de mégawatts de puissance installée. Donc, est-ce que finalement, c'est juste que ces solutions ne sont pas connues? Oui, enfin, ce que je disais, il n'y a que 4 acteurs dans le monde qui font des gros ORC. Et donc, peu se concentrent sur l'efficacité énergétique électrique parce qu'en fait, les machines ORC, leur intérêt principal, enfin, leur utilisation principale aujourd'hui, c'est dans la géothermie électrique. Ce qui est à peu près, une centrale sur 2 en géothermie électrique est aujourd'hui à technologie ORC. Et donc, les gens, entre faire une centrale de 100 mégawatts ORC en Turquie ou en Indonésie et faire un projet de 2 mégawatts sur une usine qui risque d'avoir des problèmes de charge ou dans les 2-3 ans qui viennent, et sans tarif, sans garantie, il n'y a pas photo. C'est juste une histoire de... Après, il suffit juste d'équilibrer un peu le mécanisme et de montrer que c'est une technologie qui est complémentaire, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. C'est de dire, ça ne va pas révolutionner la production d'électricité en France, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que c'est de montrer qu'il
qu'il n'y a pas juste des éoliennes et des panneaux solaires qui pourraient faire avancer la décarbonisation de la France, quoi. Voilà, et des centrales nucléaires. Moi, je ne suis pas anti-nucléaire du tout. Je pense que... C'est tout l'objet de l'étude, hein. C'est vraiment d'aller, d'être force de proposition et d'aller jusqu'au bout des idées, quoi. Écoutez, je pense que c'est un très bon mot de la fin, Herminie, puisqu'on termine sur... on a terminé notre temps imparti, donc on va essayer de le respecter. On ne voulait pas non plus être trop long. Bon, voilà, il s'agissait juste simplement de lancer l'idée. Je vais mettre mon adresse mail si certains veulent continuer la discussion. Et puis, je vous remercie. Alors, je remercie chacun. Alors, attendez, si je fais deux choses en même temps, je ne vais pas y arriver. Voilà, tac, tac, polenergie.org. Voilà, vous l'avez là. Donc, je remercie chacun pour sa participation, puis le nombre assez conséquent de personnes. On était une soixantaine là. Donc, merci à Baptiste Vézol, à Herminie, Gilles David, Olivier Pascal.